Voici la carte militaire du 26 mai 2025. On va commencer par les frappes générales. Alors, outre le fait que, bien entendu, la Russie et l'Ukraine s'envoient des centaines de drones régulièrement, des dizaines de missiles régulièrement, bon, je n'en parle plus parce que ça devient quasiment quotidien. Donc, je ne parle vraiment que des choses notables, intéressantes. Alors en parlant de choses notables, évidemment, on ne peut pas passer à côté de ce qui s'est passé vers Kursk concernant l'hélicoptère de Vladimir Poutine qui a été attaqué d'après Yuri Dashkin, donc le responsable des forces aériennes de Kursk. Donc le 20 mai, l'hélicoptère de Vladimir Poutine aurait été attaqué par des drones et donc d'après ce Yuri Dashkin, 46 drones ont été arrêtés juste dans la région de Kursk. Donc ça c'était quand même quelque chose à noter. Alors évidemment, là tout le monde attend quelle va être la réaction de Poutine. Bon, ça fait déjà 6 jours que l'événement s'est fait et il n'y a eu aucune réaction, d'après ce que je sais, de Vladimir Poutine pour l'instant. Donc là, à l'ouest de Dnipro, ici, on a eu une attaque d'un Iskander M, donc d'un missile russe qui a fait de gros dégâts, puisque nous avons deux lanceurs patriotes, un radar patriote et une cabine de contrôle de lancement de patriotes qui ont été détruits, d'après le ministère russe de la Défense. Donc ils étaient installés un peu trop près l'un de l'autre. Donc c'est deux systèmes complets patriotes qui étaient assemblés de manière trop proche, j'ai envie de vous dire. En tous les cas, ça s'est vu et comme je viens de vous le dire, le résultat est accablant puisqu'on a quand même, je le répète, deux lanceurs patriotes détruits, une cabine de commandement de lancement détruite et un radar patriote détruit. C'est beaucoup. C'est énorme même comme frappe. Donc énorme succès là à l'ouest de Dnipro concernant une frappe militaire russe. Un très gros succès même. Là au nord, encore une frappe russe ici, donc à côté de Shostka, la ville de Shostka. On a un terrain d'entraînement pas très loin de la frontière russo-ukrainienne, dans l'oblast de Soumy, donc qui a été touché par un Iskander. Je vais vous montrer une petite vidéo puisque ça a été filmé par drone. Voyons voir ça. Donc là, on a des images de drone du camp d'entraînement ukrainien qui a été frappé par un Iskander M et cela aurait fait entre 60 et 70 morts de soldats ukrainiens d'après TASS, d'après des blogueurs russes. Parmi eux, il y aurait des formateurs français, mais ce n'est pas du tout confirmé. Il y a Mariana Bezouglaya de la Rada, la députée ukrainienne célèbre, qui a encore hurlé comme quoi ce n'était pas normal que ça soit fait si proche de la frontière russo-ukrainienne. Mais c'est comme ça, comme d'habitude. Alors ensuite, là vous voyez marqué SAB, c'est pour sabotage, parce qu'il y a eu beaucoup d'actes sabotage ukrainiens dans l'oblast de Briansk. Et il y a le gouverneur de Briansk qui demande à ce qu'il y ait une zone tampon. Bref, il s'aligne exactement comme le gouverneur de Kursk ou de Belgorod, c'est-à-dire qu'il y ait une zone tampon. Donc Moscou réfléchit à une zone tampon là pour protéger Briansk, qui serait à peu près comme ça selon des blogueurs russes. Attention à prendre avec des grosses pincettes parce que en gros c'est eux qui font leurs hypothèses qui seraient pour eux le plus probable, mais bon, c'est vraiment qu'un ordre de grandeur, qu'une idée comme ça, qu'une hypothèse. Et là, vous voyez juste à côté Anvers, j'avais mis l'oblast de Soumy. Hein, c'est pour que vous voyez un petit peu la tête. Donc en gros, si on en croit le dernier point sur l'Ukraine que j'avais fait, où Vladimir Poutine était venu à Kursk voir les responsables de Kursk, bon, dans l'air flotte l'idée de prendre carrément l'oblast de Soumy. Alors si en plus le gouverneur de Briansk arrive à avoir ses désirs pour des réalités, c'est-à-dire qu'en plus il y a une zone tampon ici, donc qui morderait sur l'oblast de Tcherninov, qui est juste au nord
de Kiev. Et bien, en gros, plus là le front à Kharkov qui va être une zone tampon, ça a été décidé depuis très longtemps par contre. Donc en gros, on aurait une zone tampon qui ferait tout ça, quoi. Et attendez, si la Russie prend l'oblast de Soumy et l'oblast de Kharkov, imaginez-vous la tête de la zone tampon au nord de l'Ukraine, quoi, au nord-est de l'Ukraine. Ce serait une zone tampon énorme. Bon, en tous les cas, nous verrons bien. Pour l'instant, on n'est que dans les conjectures. Alors, maintenant, le front lui-même, là, sur Kherson, comme d'habitude, il ne s'est rien passé. Alors, il y a toujours des escarmouches pour prendre des îlots. Et par contre, effectivement, il y a eu des tentatives russes de passer le Dniepr, puisqu'il y a eu des combats sur des îlots proches, là, de la bordure ouest du Dniepr, ici. Donc, par contre, on ne sait pas ce qui s'est passé, les morts, etc. Il n'y a pas d'image, pas de documentation. On sait qu'il y a eu des escarmouches ici, sur la rive ouest du Dniepr. Donc, oui, effectivement, les Ukrainiens avaient raison, comme quoi les Russes essayent de passer le Dniepr. Maintenant, d'après ce que j'ai lu, c'est des petits groupes de 4-5 personnes. Donc, moi, je pense que c'est plutôt l'avant-garde qui regarde un petit peu le terrain. Il tâte le terrain pour peut-être une plus grande offensive plus tard, de traverser du Dniepr. Bon, on verra. J'ai du mal à le croire parce que le Dniepr, c'est un fleuve extrêmement large qui peut atteindre 1 kilomètre de large dans certains endroits ici. Je parle d'ici à ici. 900 mètres, 1 kilomètre de large, c'est tout à fait possible pour le Dniepr. Donc bon, ça me semble un petit peu trop difficile à mon avis, mais bon, après tout, si l'armée ukrainienne est effondrée côté ouest ici à Kherson, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Bon, nous verrons bien, encore une fois, là, on nage dans les hypothèses. Pour l'oblast de Zaporozhye, rien de neuf non plus. Alors pour ceux qui se posent la question, les nouveaux qui regardent ma carte, pourquoi j'ai entouré Ougledar ou Vuhledar en ukrainien, et pourquoi j'ai marqué FOR, c'était pour marquer les esprits, pour qu'on se souvienne d'Ougledar, qui était la dernière grande forteresse d'Ukraine. Pour les Ukrainiens, c'était un symbole immense, symbole d'invincibilité, d'invulnérabilité. Et c'est ici que les Russes ont perdu le plus de véhicules blindés de toute la guerre. Donc c'est là où il y a eu le plus de succès ukrainien et le plus de destruction russe dans cette zone-là, parce qu'ils voulaient prendre de front Ougledar. Et ça s'est très mal passé pour les Russes. C'est pour ça que ça a duré si longtemps, si longtemps pour prendre Ougledar concernant les Russes. Donc, j'ai gardé ça pour souvenir, parce que c'était très important côté russe et très important côté ukrainien, même si c'est tout petit en réalité. Bref, revenons au front. Sur Shevchenko, la ville minière de lithium, rien ne s'est passé. Par contre, là, il y a eu une avancée russe assez importante. Donc là, on voit que Odranier a commencé à être entamé par les Russes. Donc il y a eu une avancée assez importante ici à l'ouest d'Andreevka. Petite avancée. Alors là, une flèche d'avancée russe. Pourquoi? Parce que d'après des photos de drones, les Russes seraient déjà entrés dans l'oblast de Dnipropetrovsk ici. Mais attention, ce n'est qu'une avancée. C'est-à-dire, quand il y a une flèche comme ça, c'est une avancée. Ensuite, ils peuvent simplement tâter le terrain et revenir. Donc attention, c'est pas du terrain conquis, c'est qu'une avancée. Nous verrons bien. Moi, l'image que j'ai vue, c'est une grosse voiture, je dis bien une voiture de particulier, hein, pas militaire, qui écrase trois rouleaux de barbelés. Donc, et on voit deux hommes avec un drapeau russe, voilà, ici à la frontière de l'oblast. Mais bon, ça ne reste qu'une photo.
Bref, ici, sur Oudachnier, rien de s'est passé. Le CH, ça veut dire charbon, hein. Voilà, donc charbon de haute qualité, très très haute qualité, hein. Donc les trois usines de charbon étaient là. Euh, les trois ont été prises, donc les Ukrainiens ne peuvent plus utiliser leurs hauts fourneaux pour fabriquer de l'acier, puisqu'ils n'ont plus de charbon de haute qualité. Ça doit être importé de l'extérieur. Alors là, les deux flèches, c'est parce que, à mon avis, mais ça ne reste que mon avis, pour moi, les Russes essayent de faire une tenaille sur Paklovsk. Paklovsk qui est l'endroit le plus important du front au moment où je vous parle concernant l'oblast de Donetsk. Bien entendu, ça concerne l'oblast de Donetsk. Concernant l'est de Paklovsk, vous voyez qu'ici il y a une avancée russe très importante. Donc vous voyez que là ils ont plus ou moins abandonné les Russes l'attaque frontale parce que là les Ukrainiens ont misé tout sur Paklovsk, donc et pas que Paklovsk d'ailleurs, sur Tchassivyar c'est pareil. Donc Paklovsk extrêmement bien défendu, donc les Russes tapent au maillon faible, c'est-à-dire non pas tout autour de Pakrovsk et non pas le sud, parce qu'évidemment c'est le sud qui est le plus protégé, mais ils vont prendre la ville en tenaille pour plus de facilité. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait pour Ougledar, ça a très bien marché, les Russes ont le temps avec eux. Donc grosse avancée ici à l'est. Sur Toletsk, rien de spécial. Sur Tchassivyar, rien de spécial non plus. Je rappelle juste que Tchassivyar est le plus grand verrou stratégique du front. Donc Tchassivyar qui tombe. Ensuite, c'est Kostiatinivka, Kramatorsk et Slaviansk qui tomberont. Vous voyez les flèches d'avancée stratégique en bleu. Pendant 2 semaines, j'avais mis des symboles bleus ici pour vous montrer que Tchassivyar était énormément renforcé. C'est pour ça que les Russes n'avancent pas d'un poil depuis quelques semaines sur Tchassivyar. Tchassivyar est énormément renforcé avec Paklovsk. Voilà, c'est les deux endroits les plus renforcés. Kursk n'est plus dans la course, justement. Donc ça y est, Kursk, ça commence à être abandonné. Et à mon avis, je pense que Sierski, le chef d'état-major, commence à se faire à l'idée que l'oblast de Soumy va tomber aux mains des Russes. Ce n'est que mon avis, mais c'est ce que je pense. Là, sur Siversk, il s'est enfin passé quelque chose, parce que ça faisait longtemps qu'il ne se passait rien. Et là, tout d'un coup, effondrement, côté ukrainien, il y a eu une grosse avancée russe là vers la ville de Siversk. Siversk, pareil, c'est très très protégé. Bon, c'est pas une forteresse du même calibre que Kougledar à l'époque, mais bon, évidemment, les mois passant, hein, il y a beaucoup de mois qui ont passé, bah, ça s'est renforcé, bien sûr. Mais bon, de toute manière, Siversk est condamné, puisque que vont faire les Russes si jamais ça résiste trop? Bah, ils feront comme d'habitude, hein. Ils vont faire une tenaille ici, une tenaille là, et Siversk, ben, la ligne d'approvisionnement qui est ici, parce qu'ils n'ont plus que ça comme ligne d'approvisionnement, bah, ça va être terminé et les forces vont être obligées de partir. Donc en gros, tout ça est une vaste mascarade et une vaste absurdité militaire côté ukrainien, puisque de toute manière, c'est perdu d'avance. Donc en gros, là, c'est des morts de soldats ukrainiens pour strictement rien. Pour rien, puisque on connaît la fin du scénario et il est absolument inéluctable. À quoi bon résister? Pourquoi renforcer Siversk, Tchassivyar? Surtout Tchassivyar, pourquoi? Hein, comme je ne cesse de le répéter quasiment toutes les semaines, pourquoi les Ukrainiens n'ont pas rameuté leurs troupes dans les grandes villes et ont fait une énorme défense sur Slaviansk ou Kramatorsk et totalement bunkerisé Slaviansk et Kramatorsk, qui sont de très grosses villes et donc très difficiles à prendre. Pourquoi ne font-ils pas ça? Mystère. Ça fait 2 ans que je vous le dis.
Je ne comprends pas. Alors oui, vous allez me dire, ah oui, mais s'il n'y a pas de force là, les Russes ils avancent directement là. Oui, mais une position dont on sait qu'elle n'a aucune chance. Strictement aucune chance. À quoi bon perdre des hommes? Puisqu'il n'arrête pas d'envoyer des hommes sur ces endroits-là, comme Chassiviar, par exemple, ou Paklovsk. Il n'arrête pas d'envoyer des nouveaux soldats. Donc c'est ridicule. Dans une cause perdue, vaut mieux bunkeriser les grandes villes. Bon, d'un autre côté, ce n'est que mon avis. Pour moi, c'est absurde, hein, mais peut-être que pour l'état-major ukrainien, c'est absolument génial de faire cette tactique-là. Après tout, ça fait 3 ans que ça marche si bien côté ukrainien. Pourquoi pas continuer? Surtout ne pas changer. Bref, dans la région de Kupiansk ici, il ne s'est rien passé. Alors pour les nouveaux, c'est une flèche stratégique que j'avais mise là au nord de Kupiansk pour entourer Veliki Vourlouk, parce que Veliki Vourlouk est un nœud stratégique et logistique important pour les Ukrainiens. Alors évidemment, quand je dis important, c'est maintenant, hein, parce que c'est maintenant dans le sens que c'est bien après, au niveau important, c'est bien après Paklovsk, hein, bien évidemment en zone logistique, mais ça reste important quand même maintenant, même si bon, les Russes en sont loin d'arriver là, quoi, sur cette ville-là. Là, dans la zone Lipchi-Vovchansk, les Russes ont consolidé énormément Vovchansk, il y a eu une avancée russe. Ils n'ont pas pris, ils n'ont pas conquis le territoire, mais ça y est, les Russes se réveillent ici sur Vovchansk. Enfin, ils se réveillent et ils ont fait une avancée, mais ils n'ont fait qu'une avancée. Cette avancée peut se terminer en reculade, hein. En tous les cas, c'est qu'une avancée, mais ça y est, ils se réveillent ici, dans l'oblast de Kharkov. Alors maintenant sur Soumy, il y a eu une grosse avancée, comme vous pouvez le voir. Là, l'Aknia a été prise, bien prise, et vous voyez qu'ils ont avancé sur toute cette superficie, ce qui est quand même beaucoup. Et là, comme vous pouvez le voir, bon là, il y a bientôt une ville qui tombera sous les mains des Russes. Et comme vous pouvez le voir, ça se dirige, comme j'avais mis la flèche depuis quelques semaines, ça se dirige vers la ville de Soumy. Donc, si les Russes, mais ça ne reste que mon avis, prennent la ville de Soumy, ce qui est probable, très probable même, je pense qu'ils vont en profiter pour prendre tout l'oblast. Mais bon, ça, nous verrons bien. Évidemment, je ne fais pas partie de l'état-major russe. Mais en tous les cas, voilà ce qu'on pouvait dire sur la carte militaire de l'Ukraine au 26 mai 2025. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement. N'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Et toujours, soyez curieux.